Alors, bonjour à tous, une petite vidéo pour corriger l'activité intitulée Déterminer le taux d'avancement final d'une transformation acide-base à l'aide d'un langage de programmation. Alors, quelle est l'utilité, l'intérêt de cette activité? Alors, tout simplement, en fait, si vous regardez juste en dessous du titre, il y a écrit ici notion et contenu. Notion et contenu, c'est directement tiré du programme qui est donné en terminale spécialité physique-chimie. Et puis, je vous avais dit que je mettrais des intitulés de ce programme-là. Et dans ce programme-là, il y a déterminer à l'aide d'un langage de programmation le taux d'avancement final d'une transformation modélisée par la réaction d'un acide sur de l'eau. Donc déjà, on va rappeler la réaction d'un acide sur l'eau. On va voir qu'on va définir une grandeur qui s'appelle la constante d'acidité. J'y reviendrai à proprement parler en cours. Et surtout pour déterminer un taux d'avancement avec un langage de programmation, il me faut une équation. Le but de l'activité du jour, c'est de déterminer cette équation. Et donc en cours, on finira l'activité en faisant un petit peu de programmation à base de Python pour déterminer justement ce taux d'avancement final de la transformation. Euh, donc, dans cette activité, on va faire une mise en équation, c'est-à-dire qu'il faut qu'on établisse une équation du second degré pour taux. Euh, c'est tout l'objet de l'activité qui vient là. C'est assez mathématique, c'est assez rébarbatif, mais ça fait partie du programme. Vous devez, en termes de capacité mathématique, savoir résoudre une équation du second degré. On fera pas mal de rappels là-dessus. Alors, on nous dit quoi? On nous dit que la constante K d'un acide base est la constante d'équilibre de la réaction modélisant la transformation chimique entre l'acide et l'eau. Ça, on sait déjà faire. Écrire une réaction entre l'acide et l'eau, on verra qu'on reverra ça tout à l'heure. Elle ne dépend pas de l'état initial, c'est-à-dire que la quantité d'acide introduit dans l'eau et ne dépend pas non plus du volume de solution obtenu. Donc on veut déterminer ce taux d'avancement final et on veut montrer son indépendance vis-à-vis des quantités de matière et autre chose, on veut aussi montrer sa dépendance de K et de la concentration initiale et on voudra déterminer ces différentes influences. Donc dans un premier temps, on nous dit juste qu'on va préparer une certaine quantité d'acide dans un volume d'eau, V, donc on va faire une dilution. On verra quand on parlera du tableau d'avancement que l'eau est considérée comme étant en excès. Dans le deuxième document, on présente Ka, qui ici, associé à cette réaction de réaction d'acide avec l'eau, qui donne la base conjuguée de l'acide et l'acide conjugué de l'eau. Cette réaction, ce Ka, pardon, ça correspond à une constante d'équilibre K, qui est justement particulière car elle s'adresse à la réaction entre un acide et l'eau. Si je regarde Ka, qu'est-ce que je remarque? Parmi les 4 espèces chimiques présentes dans la réaction, l'eau n'est pas présente, c'est un solvant. Donc il est présent en très grande quantité, donc on considérera, pour éviter de prendre en compte sa variation de concentration, que celle-ci est égale à 1, donc elle n'interviendra pas dans mon expression de Ka. Dernière petite chose, ça j'y reviendrai aussi, Ka, la valeur de K peut varier de 0,0001 à 10 puissance 37. Donc la gamme de valeurs de K est très très grande. Donc quand on utilise les constantes K ou quand on utilise les constantes de réaction, euh, on, on a une gamme de valeurs très grande qui est difficile à utiliser. Donc pour simplifier la lecture ou l'utilisation de cette grandeur, on va utiliser le pK qui correspond au logarithme du K. Ça fait penser un petit peu à l'expression du pH. Le pH, c'est exactement la même chose. On utilise des valeurs de pH qui n'ont pas de sens chimique, qui correspondent à l'opposé du log de la concentration en ion oxonium. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que la concentration en oxonium varie dans de très grandes proportions dans les solutions. Donc pour avoir des valeurs plus simples à utiliser, on utilisait le pH. Ici, on utilisera le pK, mais ça, on y reviendra en cours. Dernier petit document qui explique comment on résout une équation du second degré. Ici, lorsqu'on a un polynôme ax carré plus bx plus c qui est égal à 0, on peut trouver des solutions qui sont au titre, qui sont deux solutions, x1, x2. Alors attention, je ne l'ai pas précisé ici, ces solutions x1, x2 n'existent que si delta est positif. Si delta est égal à 0, on n'a qu'une seule solution. Si delta est négatif, il n'y a pas de solution dans les réels. Il faut donc inventer un nouvel ensemble mathématique, sont les complexes. Je n'y reviens pas là-dessus. En tout cas, aujourd'hui, il va falloir savoir appliquer ça. C'est-à-dire identifier une réaction, identifier pardon, une équation du second degré et savoir la résoudre. Ça, on y reviendra. Et puis dernière chose, on me donne un couple. Alors, question, on s'intéresse à la réaction entre l'eau et l'acide éthanoïque. Écrire l'équation de la réaction.
Alors, je bascule là-dessus. Vous voyez actuellement la deuxième version de cette vidéo, parce que la première, je l'ai enregistrée sans son. Donc je faisais quelques petites... j'avais préparé quelques petites choses en bleu, et puis tout ce qui est dans des autres couleurs, c'était des choses qui étaient complétées petit à petit. Sauf que quand j'ai fini mon enregistrement, il n'y avait pas de son, donc il faut que je recommence. Donc déjà tout est complété, mais il n'empêche que on va suivre petit à petit cette correction. Donc, le couple on le connaît, couple acide éthanoïque, ion éthanoate, il est donné. Alors acide éthanoïque, attention, c'est une molécule que vous devez connaître. Maintenant, on sait qu'on va faire réagir ça avec l'eau. L'eau ici intervient dans ici deux couples. On a le premier couple ici, H3O plus H2O, où l'eau est une base, et le deuxième couple ici, H2O, HO-, où l'eau est un acide. Ici, on sait qu'on a l'acide éthanoïque. On veut faire une réaction acide-base avec l'eau, donc forcément, il faut prendre l'eau en tant que base. Donc on est obligé de prendre ce couple-là. Ici, ce couple n'intervient pas. Ces deux couples, attention, vous devez les connaître. L'équation finale est donc donnée par CH3COH plus H2O qui donne les deux autres membres des couples respectifs. CH3CO-, l'ion éthanoate, et H3O+. On veut exprimer Ka, donc je reprends la définition de Ka, qui est assez simple. Ici, elle est simplifiée, il n'y a pas les C0, on le verra dans le cours quand on l'écrira quand on parlera des C0, pardon. J'y reviendrai. Donc là, on va utiliser cette formule-là de K, et donc, si je l'applique à l'expression au-dessus, j'ai ici A- qui sont les ions éthanoates, donc concentration des ions éthanoates à l'équilibre, que multiplie la concentration H3O+ à l'équilibre, divisé par la concentration en acide à l'équilibre. On vous demandait ensuite de remplir le tableau d'avancement de l'activité. Donc tableau d'avancement, bon j'ai rempli bien sûr l'équation. Oui, l'équation c'est ça. Alors ici, état initial, je vous avais donné déjà la quantité de matière d'acide. L'eau est en excès, ici c'est le solvant, et la réaction n'ayant pas commencé, on n'a pas ici d'ion éthanoate et d'ion H3O+. Une fois qu'on a rempli la première ligne, la difficulté c'est passer à la deuxième. Dans la deuxième, il y a ce qui reste. Ce qui reste, c'est ce que j'avais au début moins ce que j'ai consommé. Donc j'en consomme X, étant donné qu'il y a un nombre stoichiométrique égal à 1 ici. Et lorsque je forme des produits, eh bien, je regarde les nombres stoichiométriques qui sont égaux à 1. Ici, je dois mettre ce qu'il y avait au départ plus ce qui apparaît. Il n'y avait rien au départ, donc c'est uniquement ce qui apparaît qui vient ici. Donc j'ai X dans les deux cas. J'ai distingué deux états finaux, un état final quelconque, deux états finaux, on dit, un état final quelconque ici avec XF, donc on reprend l'expression du dessus en remplaçant par XF, pareil ici, et puis bien sûr l'état d'évolution maximale avec Xmax, dans le cas où la réaction est totale, donc CI fois V moins Xmax et Xmax ici. Donc ça n'a pas de surprise, vous savez faire. Maintenant il va falloir un petit peu exploiter ce tableau. Donc là, j'ai répondu déjà aux questions 1, 2, 3. Bon, c'est des choses, ça, une équation, vous savez faire. L'expression du cas, il suffisait d'interpréter, de s'approprier la formule. Remplir le tableau, vous savez faire aussi. Maintenant, déterminer l'expression de Xmax en fonction de CI et V. Alors, si on parle de Xmax, on considère que la réaction est totale. Si la réaction est totale, alors, donc c'est ce que je viens de dire ici, la quantité de matière du réactif limitant vaut 0. Ici, on est sûr que le réactif limitant, c'est HTH3COH. D'accord. Du coup, enfin, dans le cas d'une réaction totale, bien sûr. Pourquoi? Parce que l'eau est en excès. Donc, si j'écris que la quantité de matière finale CH3COH est égale à 0, ça veut dire que cette case-là, lorsqu'on est dans la colonne du réactif, à l'état maximal, CI fois V moins Xmax, ça vaut 0. C'est ce qu'on a écrit ici. CI fois V moins Xmax égale à 0. On en déduit que Xmax est égal à CI fois V. On garde en mémoire cette petite formule. On en aura besoin après. Donc dans la suite de l'activité, ce qu'on veut, c'est déterminer l'équation qui va permettre justement de trouver taux lorsqu'on connaît la concentration en acide et sa constante d'acidité Ka. Question 5, rappelez l'expression du taux d'avancement taux. Pas très compliqué, ça. J'ai oublié de basculer la feuille, c'est pas très grave. Ici, taux, on sait que c'est XF. Hop, là on va faire basculer ça en dessous. C'est XF sur Xmax. D'accord? C'est quelque chose qui est toujours positif, on y reviendra, ça aura son importance à la fin, compris entre 0 et 1. Alors, question 6, on vous demande de déterminer, de montrer que XF sur V peut s'exprimer comme étant taux fois C.
Alors ici, il faut être un petit peu malin. On sait qu'on va avoir XF sur V qui va apparaître. Du coup, dans mon taux d'avancement que j'ai défini à la question 5, je vais venir justement... Alors pardon, excusez-moi, ici on veut montrer que XF sur V est égal à taux fois CI. Dans mon expression ici de taux qu'on a vu tout à l'heure, ben, on a justement ce XF qui apparaît. Donc ce qui serait bien, c'est que dans cette expression de taux, je fasse apparaître XF sur V. Ben, c'est exactement ce qu'on va faire ici. Donc dans l'expression qui est en dessous, on va essayer d'un petit peu de cacher, cacher cette misère là. Attendez. Hop. Donc je reprends mon expression de XF sur Xmax pour taux. Et puis ici, ce que je vais faire, tout simplement, je vais diviser XF par V. Et donc si je veux conserver ma fraction, il faut que je divise aussi Xmax sur V. Sauf que Xmax sur V, si on est un peu attentif, et qu'on va voir l'expression qui est là-bas, on se rend compte que Xmax et V sont réunis dans la même équation qui est ici. Donc j'ai le droit d'écrire que Xmax sur V, c'est CI. Hein. Le V qui est là, si je le fais basculer de l'autre côté, il passe au dénominateur. Donc Xmax sur V est égal à CI. Donc le Xmax sur V qui est là, je peux tout simplement dire que c'est CI. Donc ici, on a XV sur V qui ne bouge pas. On a CI qui est ici, et puis cette expression est égale à taux. Si je ne prends que cette partie de l'expression là, je fais basculer CI de l'autre côté, je me retrouve avec XF sur V qui est égal à taux fois CI. Et c'est exactement l'expression que je voulais démontrer dans la question 6, hop, ce qui était écrit ici. D'accord ? Donc une fois qu'on a déterminé XF sur V, on va voir que ça va être intéressant pour avoir des relations plutôt simplifiées, des concentrations, des réactifs et des produits. Donc là, il va falloir venir voir ce qui se passe dans le tableau d'avancement et non plus sur la ligne Xmax, mais sur la ligne avancement final. On revient là-dessus. Je rebascule ici sur la question 7. Ça, j'y reviendrai. Je vais le garder dans un coin, ça, parce qu'on en aura besoin. Alors, la concentration ici finale d'acide, ça va être la quantité de matière finale d'acide sur V. Cette quantité de matière finale d'acide, où est-ce qu'elle se trouve dans le tableau? Elle se trouve dans cette ligne. Donc je peux très bien remplacer la quantité de matière finale d'acide par C1 fois V moins XF. Donc je me retrouve avec C1 fois V moins XF, alors là j'ai fait un petit gribouillis, mais c'est un moins ici, sur V. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est les volumes vont pouvoir simplifier ici. Hein. Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé ma fraction en deux. Donc j'ai CI fois V sur V moins XF sur V. Je peux simplifier les V ici et qu'est-ce qu'on retrouve ici? On retrouve le XF sur V. XF sur V, je vous rappelle que son expression est donnée ici, taux fois CI. Donc je remplace ici XF par taux fois CI. Ici, les volumes se sont simplifiés. Si je factorise par CI, je me retrouve avec CI facteur de 1 moins taux. Et ça, c'est l'expression qu'on nous demandait ici dans le sujet. Pour la concentration d'acide, on a bien CI qui est égal à 1 moins taux. Je fais la même réflexion cette fois pour la concentration finale en ion H3O+. Donc c'est la quantité de matière finale ici sur le volume. Cette quantité de matière finale, où se trouve-t-elle dans le tableau? Dans le tableau, je vais la chercher. Je prends la colonne H3O+, état final, et je me retrouve avec XF. Donc, l'expression XF sur V qui apparaît. XF sur V, je vous rappelle qu'on l'a calculé tout à l'heure, qui est égal à taux fois CI. Donc, on se retrouve avec taux fois CI pour H3O+. La réflexion est la même pour les ions éthanoates. C'est la quantité de matière finale des ions éthanoates sur V. Dans le tableau qu'on a vu tout à l'heure, la quantité de matière finale des ions éthanoates, c'est XF. Donc je me retrouve avec l'expression XF sur V, et c'est elle aussi égale à taux fois CI. Donc je me retrouve bien avec les trois expressions qui m'intéressaient tout à l'heure. Une fois que j'ai défini ça, je vais pouvoir réécrire Ka, non plus en fonction des concentrations de chacune des espèces, mais en fonction de ces expressions que j'ai déterminées. Donc on rappelle l'expression ici du Ka qu'on a trouvé tout à l'heure, c'est la concentration finale en H3O+ fois la concentration finale en ion éthanoate sur la concentration finale en acide. Si je remplace concentration finale en acide, si je le mets là,
en ion H3SO+, c'est CI fois taux. Et puis pareil pour les ions éthanoates, CI fois taux. Donc, j'ai un produit de taux fois CI ici. Et puis j'ai remplacé par l'expression qu'on avait trouvée de l'acide, qui était ici. On remarque qu'on peut simplifier un des CI. Et si je complète, je me retrouve avec Ka qui est égal à taux carré, fois CI sur 1 moins taux. Donc ça, c'est la réponse à la question 9. Question 8, pardon. Question 9, justement, maintenant, ce qu'on veut, c'est trouver une équation du second degré. C'est-à-dire de l'expression de la question 8, se retrouver avec cette expression-là. À partir de maintenant, ce ne sont plus que des maths, entre guillemets. On va parler un petit peu du sens physique et chimique d'une solution à la fin, mais on va faire un peu des maths ici. Donc, je veux trouver une équation du second degré en taux. Si vous regardez, j'ai taux carré et taux qui sont réunis dans la même équation qui sont là. Alors si je suis un petit peu observateur, pas du tout, j'ai oublié de changer, excusez-moi. Je remets l'écran. Donc oui, à la question 9, ce qu'on veut trouver, c'est cette équation-là. Cette équation ici, là. Oups là. Et si on regarde, c'est une équation du second degré en taux. Pourquoi? Parce qu'on a réuni dans la même équation taux carré et taux. Et donc cette expression-là, je vais la trouver en partant de l'expression du Ka de la question 8. Bon, je me remets comme il faut. Alors, de l'expression précédente, celle-ci, ce que j'ai fait, c'est que dans l'équation que j'avais, vous avez vu, il n'y a pas de fraction. Donc cette fraction, il faut que je l'élimine. Donc le 1 sur taux, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai basculé au numérateur de l'autre côté. Donc je me retrouve avec 1 sur taux fois K est égal à taux carré fois CI. Donc en gros, cette expression-là, elle a basculé et elle est multipliée par K, ce qui est là. J'ai développé mon expression là, je me retrouve avec K moins taux fois K, qui est égal à T carré fois CI. Toute cette expression-là, je la bascule de l'autre côté. Comme ça, je vais avoir 0 de ce côté-là. Tout ça, c'est basculé de l'autre côté. Donc attention, cette fois, ce sont des sommes que nous avons et des différences. Donc il va falloir changer les signes quand on bascule de l'autre côté. Donc moins taux fois K qui passe de l'autre côté ici, ça devient plus taux fois K. Et K qui passe de l'autre côté devient moins K. Si je reprends l'expression qui est demandée, CI fois taux carré plus K fois taux moins K égale à 0. Je retrouve bien l'équation du second degré vérifiée par taux ici, qui est demandée dans la question 9. Alors je rebascule sur le sujet. À partir de là, on nous demande de calculer le discriminant. Alors qu'est-ce que c'est que cette affaire? Hop là, pardon. On est bon. On nous demande de calculer le discriminant delta. Comment je calcule le discriminant delta quand j'ai une équation du second degré? Eh bien déjà, il faut que j'arrive à identifier dans mon expression, par rapport à celle qui est donnée, qui est x carré, qui est a, qui est b, qui est x, qui est c. Parce que j'en ai besoin pour calculer ici mon discriminant. Ce que j'ai fait, c'est qu'en dessous de l'équation qui était écrite tout à l'heure, j'ai écrit ax carré plus bx plus c. Ici, si je monte sur l'écran, ça ne va pas le faire. Ax carré plus bx plus c égale à 0. Donc si j'identifie ci, c'est a, on pourrait l'écrire à côté ça, ci, c'est petit a, b, c'est ka, donc a, c'est b, et puis c, c'est moins ka est égal à c. Et dernière chose, les x carrés, c'est la même chose que les taux. Et puis, que taux carré, pardon, et x, c'est la même chose que taux. Donc, dernière chose qu'on pourrait dire, c'est taux. Même chose que x dans mon expression. Donc j'ai tout, je vais pouvoir faire mes calculs. On me dit que le discriminant c'est b carré moins 4ac. Du coup je vais aller chercher les expressions qui sont de ce côté. Je vais avoir ça au carré moins 4 fois le produit de ci et de moins k. Donc ça donne b c'est k, donc ça fait k carré, moins 4a, petit a on a dit que c'était ci, donc ci, et c fois c, c'est moins k. Donc j'ai un moins qui est là. Les deux moins ici vont s'annuler. Le produit de deux moins, ça donne quelque chose de positif. Donc je me retrouve avec un delta qui est égal à k carré plus 4ci k. Ici, à partir de maintenant, il faut, quand on résout une équation du second degré, pour que celle-ci ait une solution dans les réels, il faut que delta, pardon, le discriminant ici, soit positif. Il peut être nul si on veut. En tout cas, il faut qu'il soit positif. S'il est négatif, on ne peut pas le résoudre dans les réels. Donc, en sens physique, ça n'a pas de solution. Ici, K, c'est une constante d'acidité, c'est toujours positif. 4, forcément, c'est positif. CI, c'est une concentration, c'est positif. K, c'est positif. Donc, cette expression de delta est forcément positive. Si elle est positive, à ce moment-là, je peux dire que
mon équation, ici, celle-ci, là, admet deux solutions, x1 et x2. Si vous regardez la différence entre x1 et x2, c'est juste qu'on a un moins ici et que là on a un plus. B je connais, hein, on l'a identifié tout à l'heure, pardon, B je connais, delta je connais et A je connais. Donc je vais pouvoir écrire mes deux solutions qui sont là. Donc je bascule sur mon autre feuille. Alors parfois, on écrit les solutions sous cette forme-là, c'est-à-dire qu'on le résume en une chose, en une seule, à savoir taux est égal à moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Ça veut dire qu'on a deux solutions, une où on va avoir un plus, une où on va avoir un moins. Bon, je vais écrire les deux. La première, on y va, b. Alors si je remets ça un petit peu à côté là. B, on a dit que c'était k, donc on va avoir k plus racine de delta. Delta, on l'a calculé ici. On a k carré plus 4cik, donc je l'ai mis sous la racine. Divisé par 2a, petit a, on a dit que c'était ci. Donc 2 fois ci. L'autre expression, ça va être, on reprend celle-là, on change juste le plus par le moins. Donc ici, le plus est changé par le moins, mais sinon le reste de l'expression reste la même. Alors maintenant, on va réfléchir et on va se rappeler ce qu'on avait écrit sur le taux d'avancement tout à l'heure. Vous vous souvenez, taux d'avancement maximal ici, c'est xf sur xmax. C'est quelque chose qui est toujours positif. Taux, il ne peut pas être négatif, xf et xmax, toujours des valeurs positives. Donc taux, il est toujours positif. Maintenant, je regarde l'expression qui est écrite ici. L'expression qui est écrite ici, j'ai moins ka moins une racine divisée par 2ci. Tout ça, le numérateur là, il sera forcément négatif. Donc l'expression totale sera négative. Ici, on a dit nous au sens chimique du terme, taux ne peut pas être négatif. Donc cette expression, elle est juste mathématiquement, mais au sens chimique, elle ne veut rien dire. Donc on va l'éliminer. Et la seule solution que je peux garder, c'est celle-ci. Alors maintenant, je vérifie. On a moins k qui est négatif, plus ici, une expression avec k carré plus quelque chose. Donc au final, cette racine-là, elle sera forcément supérieure à ka. Cette expression-là est forcément positive. Donc en termes de mathématiques, cette solution est juste, mais en termes de sens chimique, elle est juste aussi. On obtient un taux qui est positif. Donc cette expression ici, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, taux 2, au point de vue chimique, taux 2 ne peut pas exister car il est négatif, et taux 1 peut être une solution chimiquement acceptable ici parce que taux est égal à 0. Alors là, cette activité, elle avait pour but juste de vous présenter ce qu'était le cas et puis de vous montrer comment je détermine mon équation du second degré, à savoir celle que j'ai trouvée tout à l'heure ici. Ça, dans le programme, vous devez savoir faire. Et deuxième chose qu'il faut savoir faire, donc établir cette équation, ça va être aussi de la résoudre. Donc ce petit document que vous avez là, ici, donc peut-être que ça vous pose aucun problème à résoudre les équations du second degré, mais ce document-là, eh bien, si vous ne saviez pas résoudre des équations du second degré, il faut l'apprendre. Et il faut savoir l'utiliser. Donc identifier dans les éléments votre équation du second degré. Quand vous l'avez, pouvoir calculer votre discriminant. Et une fois que vous avez le discriminant, déterminer vos deux solutions. D'accord? Donc ce document-là, il est important, vous devez maîtriser ça. Ce qui m'intéresse dans la suite, ça va être justement ces solutions-là qu'on a obtenues. Alors, qui sont ici. Cette solution-là, vous marquez qu'elle dépend de K. K va dépendre de l'acide qu'on va mettre dans l'eau et dépend de la concentration. Et donc on pourrait faire plein de calculs en faisant varier K et CI. Ce qu'on fera, c'est qu'on ne va pas faire des petits calculs à la main, on se servira d'un petit langage de programmation pour calculer ce taux justement en faisant varier K et CI. Donc on fera ça quand vous reviendrez et quand on étudiera justement l'influence du K et de la concentration sur le taux d'avancement final. Bon, j'espère que c'était pas trop rébarbatif cette petite activité. C'est très calculatoire, j'en conviens, mais c'est des choses que vous devez maîtriser, en tout cas pour les épreuves terminales. Bon, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.